Bienvenue à cette dernière session. Bravo à ceux qui ont eu le courage de se lever ce matin, même si ça a été un peu décalé d'une petite demi-heure. Ils sont très nombreux. Regarde. Ils sont très nombreux, ils arrivent. Donc on va attaquer tout de suite par, maintenant très connue, professeure Hélène Kovasi, qui va nous parler de l'embolisation prostatique, sujet très intéressant qui sera brûlant peut-être pour nous dans une dizaine d'années pour savoir quelles sont les bonnes indications. Sujet qui nous concerne potentiellement tous. Oui. Voilà, donc moi je ne m'intéresse pas qu'aux femmes, hein, je m'intéresse aussi aux hommes, voilà, c'est dit. Voilà mes conflits d'intérêts. Je vais commencer par l'embolisation prostatique pour vous dire que c'est une technique qui est, elle, par contre, récente et qui se développe à vitesse énorme, notamment aux États-Unis, parce que les gens vont beaucoup sur Internet et voient qu'il y a un traitement qui, je dirais, c'est peut-être le seul traitement de l'adénome prostatique qui n'a aucune complication sexuelle. Voilà, donc c'est un mode de recrutement des patients aussi. Alors, sa position par rapport au traitement médical et par rapport à la chirurgie n'est pas bien établie. Et au départ, quand on a commencé à traiter ces patients, bien, la principale indication que j'avais, c'était des patients qui avaient des sondes à demeure. Voilà, qu'on ne pouvait pas les sevrer de la sonde et qui étaient inopérables. Alors, j'en ai un qui avait 99 ans dans la salle d'attente avec son fils qui avait 80 ans. J'avais que des patients vraiment sous AVK. Le dernier fait 176 kilos que j'ai eu. Enfin, des trucs qui n'étaient pas très commodes. Et puis, finalement, ça marchait dans ces cas-là et on s'est rendu compte qu'on arrivait à sevrer les patients d'une sonde urinaire et là, ça a changé leur vie. Et finalement, que ça marchait aussi chez ceux qui avaient moins de problèmes. Et je vais vous expliquer un petit peu comment. Alors, le but, il y a deux choses. Initialement, il y a ce que je vais marquer sur la diapo, c'est réduire la taille de l'adénome prostatique en embolisant, on bouche les artères, donc ça se ratatine, etc. et ça comprime plus l'urètre. En réalité, il n'y a pas que ça. Le fait d'emboliser, d'entraîner une nécrose, même si on n'a pas initialement une diminution de la taille, même si on a fait quelque chose qui est que unilatéral, ça diminue la consistance complètement de la prostate, qui fait qu'elle ne comprime plus. Donc il y a ces deux choses. La difficulté, c'est qu'il faut passer par voie fémorale, aller dans chaque artère prostatique, et que ça, c'est techniquement très compliqué chez ces patients âgés, souvent athéromateux. Alors, sélection des patients, il faut travailler avec les urologues. Ça, c'est capital. Qui peut être candidat? Donc des hommes de plus de 50 ans, des prostates qui sont vraiment adénomateuses et volumineuses, au moins supérieures à 30 voire 40 grammes, qui ont un diagnostic d'hyperplasie bénigne de la prostate, il faut avoir éliminé un cancer, les PSA, et puis il faut qu'ils aient été évalués en termes d'IPSS, de qualité de vie aussi, parce qu'il faut qu'il y ait une vraie gêne fonctionnelle, on ne va pas emboliser quelqu'un parce qu'il a simplement un adénome de la prostate. Et en particulier, il y a quelque chose qui est très important et que doit faire l'urologue, c'est de vérifier les critères d'exclusion qui sont les mauvais résultats de l'embolisation, comme les mauvais résultats aussi de la chirurgie prostatique, qui sont le fait d'avoir un détrusor qui est incompétent, une vessie neurologique, une sténose urétrale associée ou des calculs ou des diverticules vésicaux, parce que ces patients-là, il faut les opérer. Et donc, cette collaboration, elle est essentielle. Alors, quelles sont les complications de cette embolisation? Elles sont mineures ou majeures. Il y a essentiellement des complications au niveau du point de ponction, et Jérôme Albertin en a connu une de mes patients. Des complications ischémiques par embolisation hors cible, c'est le véritable problème, pudentale ou rectale ou vésicale. Mais ceci étant dit, les ischémies, les nécroses de vessie, il y en a un cas rapporté dans la littérature, c'est quasi exceptionnel. Et la façon qu'on a de travailler aujourd'hui, que je vais vous montrer, nous permet quand même de réduire à presque zéro ces complications. Bien sûr, on met une sonde urinaire, il y a un risque d'infection urinaire. Les douleurs périnéales, urétrales ou rétropubiennes durent quelques heures. Alors, ça n'a rien à voir avec les douleurs après embolisation utérine. Les gens n'ont pas très mal, ils sont calmés avec des anti-inflammatoires, ils sortent à J2 avec 5 jours d'anti-inflammatoires, on fait une antibioprophylaxie avant et c'est tout. Et ils ne se plaignent pas tellement des douleurs. On peut avoir des diarrhées, une hématurie, une hémospermie transitoire, c'est décrit. Moi, j'ai encore jamais vu ça chez nos patients. Et pour moi, la principale plainte des patients, c'est la sonde urinaire. Ils me disent, est-ce qu'on peut faire sans la sonde urinaire? C'est vraiment la seule chose dont ils se plaignent le plus. Alors, cette sonde vésicale, elle est indispensable. Pourquoi? Parce que
pour nous, opérateurs, quand on va gonfler, quand on va mettre cette sonde en place, le patient n'aura pas la vessie qui se remplit pendant l'embolisation. Et pour emboliser en pelvis, en incidence de 3/4, etc., c'est quand même un problème majeur que de travailler dans de mauvaises conditions ou de bonnes conditions. Et puis, toute agression, toute embolisation va entraîner un œdème, un gonflement de la prostate, ce qui fait que le patient, si cet œdème est mal géré, par les anti-inflammatoires ou des corticoïdes, eh bien, le patient, il peut se retrouver le lendemain d'embolisation avec impossibilité d'uriner. Et là, s'il faut le sonder une fois qu'il y a l'œdème et que c'est gonflé, ça devient compliqué. Donc il vaut mieux mettre une sonde urinaire et le patient en pratique il rentre la veille. Le matin, on lui met une sonde urinaire. On fait l'examen sous anesthésie locale. Il a une antibioprophylaxie. Le soir, il se couche. Le lendemain, on le revoit. Écho-Doppler du Scarpa. On enlève la sonde urinaire et il sort après une miction normale. Oui, c'est quand même assez court. Alors, la radioanatomie des artères prostatiques, c'est là que les choses deviennent un peu compliquées, c'est pas systématisé, c'est moins bien réglé que les utérines. On a pas mal de branches qui vont vasculariser la prostate. En particulier, il y a 2 branches, une branche qui est crâniale et puis une branche qui est plutôt caudale. On la reconnaît facilement parce qu'elle a un petit aspect un petit peu en tortillon. Bien sûr, dans les hyperplasies, les vaisseaux sont un petit peu plus gros, mais les branches sont très 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 fines et surtout, c'est des artères athéromateuses très fines qui naissent souvent d'une artère iliaque qui est un petit peu grosse, avec un cathétérisme qui est un micro-cathétérisme, avec des micro-cathéters à bout distal qui est fin, avec des guides aussi variables en termes de forme et qui n'est pas facile. Voilà. Donc l'origine, en général, on a un tronc, une artère vésico-prostatique qui donne 2 branches, une branche crâniale et caudale, mais c'est le petit bassin, et comme on l'a vu tous ces jours, on a de tout comme origine. On peut avoir une artère qui naît de l'artère pudentale, qui naît de l'artère obturatrice, voire même d'une artère fémorale, iliaque interne, etc. Donc on voit pas mal de choses. Alors, tous les patients ont un angioscanner avant avec le protocole que je vous ai mis là, 100 ml avec un débit très élevé, et on leur fait prendre de la trinitrine en sublingual. Pourquoi ? Sur le scanner, on va repérer les vaisseaux ici prostatiques, et ça va nous permettre ici de repérer ces vaisseaux et de voir s'il y a des calcifications, des sténoses, de quel côté on va piquer, passer pour que ce soit plus facile en fonction de la bifurcation aortique. Pour nous, c'est utile. Quand on va mettre le patient sur la table, donc on va se retrouver avec une problématique majeure, comme ici chez ce patient, mais vous voyez son iliaque, voilà, il va falloir passer au travers de cette sténose. Ici, vous voyez l'artère iliaque interne, elle est extrêmement calcifiée, et ça c'est l'artère qui va à la prostate, donc vous voyez que c'est un peu compliqué. Voilà l'angiographie, donc c'est pas très facile, et voilà les difficultés qui font qu'on a 10%. On a 10% d'échecs techniques, et c'est quelque chose que je n'ai pas résolu, c'est vraiment difficile. Alors, on a quelque chose qui nous aide quand on travaille dans nos salles de vasculaire, c'est des logiciels de guidage qui nous permettent, quand on injecte dans une artère, de faire des acquisitions qui ressemblent aux acquisitions de scanner. On met des petits points sur les vaisseaux et ça nous reconstruit le trajet. Donc, le patient que je vous ai montré là tout à l'heure, non, c'est pas celui-là, c'est un autre. On ne voyait pas du tout, quand on faisait l'angio, on ne voyait pas du tout d'artère qui allait à la prostate, mais sur les temps tardifs, on voyait qu'on avait un blush prostatique. Pourquoi ? Ce patient que vous reconnaissez, qui était celui-là ici, ce patient-là, on voyait bien qu'il avait au scanner qu'il avait une artère prostatique, mais sur l'angio, on ne la voit pas. On voit la sonde, on voit la prostate, on voit des petites branches, mais on n'arrive pas à savoir. Et bien, grâce à ce logiciel, il nous reconstruit ici le trajet d'une artère qui, en fait, n'est pas opacifiée quand on est dans l'artère parce qu'elle circule dans l'autre sens. Il a des sténoses dans tous les sens. Et on a pu, avec le microcathéter, aller dans l'artère ici qui va à la prostate. Une fois qu'on est dedans, en poussant, on inverse un peu le flux, on est dans le petit bassin. Et là, on reconnaît très facilement les branches prostatiques. Et ce qui nous a permis de faire l'embolisation. On a injecté du produit de contraste, on a fait une acquisition de Conbeam, d'Inacity, pour vérifier ce qu'on fait systématiquement, que le produit est bien dans l'hémiprostate et qu'il n'est pas ailleurs, ni dans le rectum, ni dans le territoire pudental, et on a pu faire l'embolisation. Ça, c'est capital. De pouvoir faire ça, alors on peut emboliser sans ça, moi ça m'est arrivé, mais il faut
avoir de l'expérience, être sûr de soi, et je pense qu'on n'est jamais à l'abri 100% de complications et d'anastomoses qui sont visibles et qui peuvent même arriver per embolisation. Vous voyez ici, je suis sûre que je suis dans la prostate quand même. On voit bien que c'est l'hémiprostate, je suis sous la vessie, c'est vraiment le parenchyme qui est glandulaire. Quand j'injecte mon produit de contraste, je fais une acquisition scanner-like. Et qu'est-ce que je vois ici? J'ai la prostate ici qui est opacifiée. Mais vous voyez, j'ai des artères qui vont ailleurs, vers la verge. Donc c'est pas bon. Là. Si j'embolise là, le patient, là, pour le coup, il va avoir des soucis. Donc c'est important de faire ces acquisitions. Et puis ça se traite très facilement. On va dans l'artère plus loin, on met un microcoil dans la branche qui va à l'artère pudentale et on fait l'embolisation sans problème. Vous voyez, ici, là, c'est tout à fait bien. Et on peut faire pareil, et on voit s'il y a des branches qui vont vers le rectum ou ailleurs. Donc une autre variante qu'on a souvent, c'est de voir aussi une hémiprostate d'un côté qui est prise en charge par l'autre côté. Donc ça, c'est l'angio qu'on a fait. Et quand on fait l'acquisition scanner, on voit qu'on a des petits rehaussements au sein de l'hémiprostate où se trouve le cathéter du côté, mais également de l'autre côté. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on sait que de l'autre côté, on va peut-être pas insister qu'avec un côté, on va pouvoir traiter les deux patients. Alors, quels sont les résultats? Alors, les résultats, et bon, évidemment, dans le début, c'est toujours emphatique, ils sont bons. Alors, en termes de complications, je vous ai dit, il n'y a pas de complications majeures. Les complications mineures, si on utilise ces acquisitions Conbim, on n'a pas d'embolisation hors cible. Moi, c'est ce que je fais systématiquement, au prix d'avoir 10% d'échec technique. Il y a un certain nombre de patients qui on ne peut pas aller dans les artères, où l'artère se spasme de suite, où c'est vraiment techniquement trop difficile. Vraiment, c'est pas toujours facile. Donc ça, c'est vrai, ça c'est une réalité. Et puis, je dirais, l'amélioration clinique, elle y est. Les patients, comment ça se passe? Eh bien, au bout d'un mois, on leur fait une IRM. Ceux qui ont une sonde à demeure, on attend à peu près les gens entre 15 jours et 6 semaines. Un mois, on enlève la sonde et c'est vrai que le plus souvent, ça marche. C'est une assez bonne indication. Et sur les symptômes, il y a une amélioration qui va se faire progressivement, qui ne va pas être immédiate. Au bout de 15 jours, 3 semaines, ils commencent à dire « Ah, ben la nuit, je me lève un petit peu moins. Ça fait 2 nuits que je ne me lève pas quand on les voit à 3 semaines. Et puis, le jet est plus fort. » Que ça revienne à la normale, 100%, pas tout à fait. Quand on voit ce qu'on entend, on améliore le débit d'à peu près 3-4 millilitres en moyenne. Il y a des patients qui sont beaucoup plus améliorés. Par contre, la qualité de vie est très, très, très améliorée. Là, c'est incontestable. Les patients disent « Vous avez changé ma vie. Hein. » C'est vraiment quelque chose qui est bien. Les polacuries, les mictions impérieuses aussi, ça s'améliore. Mais je ne dirais pas que ça revient 100% à la normale. Et dans les études, en tout cas, c'est ce qui apparaît. Voilà. Donc je dirais que la satisfaction du patient, elle est même plus grande que le résultat en termes de score, mais il y a quand même une très nette amélioration. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je suppose que oui. Voilà, une question de Antoine Fex, urologue. Je pense que c'est la personne la plus habilitée à poser la première question. Donc j'ai un conflit d'intérêt, je suis urologue. Mais il y a un deuxième que je n'ai pas, c'est que je ne m'occupe plus d'intervention sur la prostate. Non, donc je suis très intéressé parce que moi aussi je suis beaucoup d'hommes pour la prostate et la problématique de la sexualité est toujours au premier plan. Et on sait que certains hommes, on le sait par exemple pour le cancer, certains hommes sont prêts à choisir un traitement peut-être éventuellement plus efficace à condition qu'ils gardent la sexualité. Pour l'HBP, c'est pareil. La seule chose, c'est sur le follow-up. Moi, j'ai regardé un petit peu toutes les études. Il y a une méta-analyse récente qui parle qu'on est au-delà de 1 an, 2 ans. La résection de prostate, qui est le gold standard, ou la dénomectomie, pour l'urologue, on sait que c'est éprouvé, c'est efficace. Risque de dysfonction érectile, 5% à peu près. Et troubles de l'éjaculation, 75-80%. Manifestement, il n'y a pas ici. Mais par contre, on a du follow-up, bien évidemment. Ouais. Et on sait par exemple qu'on a certaines options thérapeutiques pour les patients qui ne veulent absolument pas prendre le risque de perdre leur érection, alors qu'il n'y a pas l'embolisation pour l'instant. Enfin pour l'instant encore que ça peut changer, sont le Prostiva, etc. Il y a différentes techniques où on sait qu'on va retarder, on va dire, l'évolution de éventuellement quelques années. Donc la problématique, et c'est ça tout l'enjeu de cette nouvelle technique, c'est le positionnement de cette technique-là par rapport au reste. Sur le score IPSS, certaines études parlent effectivement d'amélioration, d'autres disent que c'est plus ou moins.
Effectivement, tu as commencé finalement sur les patients les plus difficiles, parce que ceux qui sont sondés à demeure, qui ont 90 ans, on dit de toute façon on ne peut pas les opérer. Oui, donc, maladie de Charcot, sonde à demeure, patient inopérable, personne ne va endormir. J'ai toute une collection comme ça de cas. Par contre, si tu veux, on voit très bien que tu n'as pas eu pour l'instant de complications, mais quand on voit que tu dis qu'à un moment, tu as une collatérale qui partait vers la verge, un jour ou l'autre, il y aura peut-être un radiologue un petit peu moins, on va dire, pertinent ou prudent, qui fait que... C'est pour ça qu'on ne la diffuse pas si facilement que ça, parce qu'on est tout à fait averti, et je préfère avoir 10% d'échecs techniques, je n'ai pas le droit d'avoir des complications. Et je préfère avoir 10% d'échecs techniques, et si je vois que je n'arrive pas, mettons, à emboliser la petite branche qui va, je n'embolise pas. C'est la réalité, c'est une anatomie qui est hyper anastomotique et très compliquée. Le positionnement, ça marche aussi bien en termes d'IPSS, de qualité de vie, que les techniques transrectales, d'ablation RF, de tout ce qu'on voit. Et c'est vrai que sur le long terme, il y a quand même des études maintenant qui sont à 5 ans avec beaucoup de patients qui montrent que le résultat, il est quand même assez pérenne dans le temps. Après, il y a des tas de problématiques liées au fait que... il n'y a pas un retour à zéro. Il y a une étude qui parlait que plus le volume était important, plus on avait de chances que ça marche. Que les prostates, justement, de 40-50 grammes, celles qui ne sont pas très grosses, ou finalement... Mais je l'ai dit, ce n'est pas des bonnes indications, les autres. Que plus ce serait gros, plus ce serait intéressant. En tout cas, c'est une technique potentiellement d'avenir. Mais je crois que c'est important de dire aux patients que pour l'instant, ça ne fait pas encore partie, des recommandations standards. Et sur les hématuriques, là, ceux qui saignent tout le temps, parce qu'on en a aussi de temps en temps des patients, en plus ils sont sous anti-agrégants, que vous voyez ici, etc., où les patients ne sont pas forcément rétentionnistes, mais ils sont pourris par l'hématurie. Là, tu as de l'expérience là-dessus? Alors, on en a qu'on a embolisé. Moi, avant de faire l'embolisation pour les adénomes, c'était les seuls qu'on embolisait. Parce qu'à force de faire des caillotages, etc., ils nous disaient si vous pouvez les emboliser pour que ça saigne moins. Donc au départ, c'était un peu les seuls qu'on a embolisés. Je suis assez ami avec ceux qui font ça à Pompidou, qui me disent que ça prend longtemps. La durée moyenne d'une embolisation? Alors si c'est facile, ça dure 1 heure, 1 heure et quart, et quand c'est difficile, ça dure 2 heures. Il m'est arrivé à 2 heures d'arriver à faire qu'une artère parce que je ne pense pas qu'il faut diffuser la technique si c'est pas bien fait, parce qu'il y aura des complications sinon. Donc c'est quand même assez chronophage quand même. Hein. C'est assez chronophage, mais bon, le patient il est pas endormi, Alors moi j'ai 2 modes de recrutement. Il y a les patients que m'envoient les urologues, qui sont des patients inopérables. Après, on a fait un protocole multicentrique français qui s'appelait PARTEM, c'était versus traitement médical. Oui, il y a un PHRC là-dessus. Oui, un PHRC. On n'arrive plus à inclure les patients, parce que les patients, ils arrivent, ils disent, moi, de toute façon, si je ne suis pas dans le plan embolisation, je vais me faire emboliser. Alors, on n'arrive plus à inclure les patients. Il y a une cassure complète, on ne sait pas comment on va finir ça. Et le deuxième mode de recrutement, c'est des patients qui sont suivis, qui voient leur urologue, qui ont un adénome de la prostate, ils sont allés sur Internet, ils ont vu, et même souvent, il y en a qui sont allés consulter à Paris, ils ont vu le professeur Thune, après ils ont vu le professeur Sapoval, qui leur dit, mais vous savez, à Montpellier, il y a quelqu'un, etc. À tel point que, je travaille bien avec je connais bien Rodolphe Turé et Thibault Murez, et on s'est dit, ces patients-là, on ne va pas les envoyer se faire emboliser. De toute façon, ils veulent se faire emboliser. On ne va pas aller les faire emboliser à Paris. Donc, mais ils sont tous vus en consultation par les urologues. Parce que le problème de la vessie, quand même, c'est un problème essentiel. D'éliminer un cancer de la prostate, c'est essentiel. Il y a des gens qui sont arrivés, ils ont juste un dosage de PSA. C'est pas... Et le volume et les artères, la faisabilité avant. Voilà. 10% des cancers de la prostate sont un PSA normal. Hein, oui. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut... C'est une collaboration. Bien, merci. Donc, on va enchaîner.